Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette anatomie comparée pour les nuls et les aliens, et non pas avec des aliens cette fois. Petite anatomie comparée pour les nuls où on va s'amuser en fait, hein. Il ne va pas s'agir de débunker le contenu qu'on va regarder aujourd'hui, mais il va s'agir de s'amuser un petit peu, de jouer à un petit jeu. Et ce petit jeu, c'est le petit jeu de comment les extraterrestres auraient visualisé les animaux terriens juste à partir de leur crâne. Donc comment les extraterrestres auraient imaginé, on va dire, les animaux terriens juste en se basant sur leur crâne. Et ça va être l'occasion justement de faire un petit peu d'anatomie comparée, de jouer le jeu et de voir justement comment on reconstruit un animal éteint à partir justement de l'anatomie de son crâne. Donc le mieux pour comprendre ce jeu, et ce qu'on va faire, c'est encore de commencer immédiatement. Et on va commencer du coup avec ce crâne. Alors ce crâne, c'est un crâne de petit carnivore, comme vous pouvez le voir. Les grandes canines nous l'indiquent. On a aussi ici les molaires. Donc d'ailleurs, c'est un mammifère puisqu'on a des incisives, des canines et des molaires. Déjà, on va commencer par le basique. Et sur ce crâne, ce qu'on peut voir donc, c'est que la dentition est plutôt carnivore. On a des grosses incisives, des grosses canines. On a des molaires qui sont plutôt pointus, avec notamment une dominance ici d'une molaire en haut et d'une autre molaire en bas, qui nous suggère qu'il s'agit d'un carnivore, mais du groupe des mammifères qui s'appelle les carnivora. Donc les mammifères carnivores appartiennent tous au groupe des carnivora, et ils ont ce qu'on appelle un complexe carnassier, les carnassières, la quatrième prémolaire du haut et la première molaire du bas. Et là, on a l'air d'avoir une carnassière. Et derrière cette carnassière, vous voyez, il n'y a pas de dents sur la mandibule. Donc ça, c'est typique de ce qu'on rencontre chez les félidés. Donc les félins, la famille des chats. Et là, vu la taille de l'œil, l'œil est super gros. Donc on a plutôt affaire à un petit chat, voire même un très petit chat. Et je pense qu'il s'agit tout simplement d'un chat. Donc voilà, vous pouvez prendre les paris. Est-ce qu'il s'agit d'un chat? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un chat? Attention, 3, 2, 1. C'était bien un chat. Bon, je prends pas trop de risques non plus, hein, sur ce coup-là. Faut bien dire les choses comme elles sont. Donc il s'agit bien d'un chat. Et donc le jeu, c'est de regarder du coup comment les aliens l'auraient reconstitué. Alors c'est intéressant. C'est intéressant comme reconstitution. Alors qu'est-ce qui va pas entre ce crâne et cet alien, cette reconstitution d'alien? Bon, déjà, on peut voir ce qui les a conduits à faire cette reconstitution, à savoir les canines et les grosses incisives. Donc on a effectivement des grosses canines et des grosses incisives, puisque comme je l'ai dit, c'est un carnivore. Après, le nombre d'incisives m'a pas l'air. Ah, si, le nombre d'incisives est plutôt juste. Non, il n'est pas juste. Regardez, un, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc le nombre d'incisives en bas, là, est pas symétrique. Et en haut, c'est pareil. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3. Donc il n'est pas symétrique. Il y a un problème. Donc non, normalement chez les carnivores, il y a 3 incisives de chaque côté. Là, il y a 4 incisives d'un côté, 3 de l'autre. Donc il n'est pas très symétrique, ce chat reconstitué par un extraterrestre. Donc je pense pas que les extraterrestres seraient teubés à ce point-là. Mais et puis les grosses canines sont un peu trop en avant par rapport à la rangée des incisives. Ça se voit notamment sur la mandibule, hein. Là, c'est beaucoup trop en avant par rapport aux canines. Après, il y a ce qui choque aussi, c'est l'absence de lèvres. L'absence de lèvres. Par contre, ils ont eu raison, c'est sur les yeux. Tiens, la vision binoculaire, là, pour le coup, ils l'ont bien. Par contre, la taille des yeux est beaucoup trop petite par rapport au. Bon, je sais bien que c'est pas vraiment la reconstitution qu'un alien en aurait fait, évidemment, mais le but du jeu, c'est quand même de s'imaginer que c'est effectivement ce que des aliens auraient produit. Et comment ils auraient pu effectivement arriver à un meilleur résultat. Donc l'absence de lèvres, l'absence de nez, d'ailleurs l'absence de prognatisme aussi, hein, c'est un visage humain basiquement, donc il n'y a pas de face, il n'y a pas de museau. Donc ça c'est aussi une erreur qui aurait pu être évitée. L'absence de nez, là il y a un trou pour le nez, là ils auraient quand même réussi à le voir, hein. Je veux dire ces aliens, on va quand même être gentil avec eux et dire qu'ils n'étaient pas bêtes à ce point-là. Oui, ce qui ne va pas, donc, c'est l'absence de lèvres. Alors, justement, comment on reconstruit les tissus mous sur un crâne? Ça, c'est une question qui revient très souvent.
déjà, on compare avec les espèces modernes. Donc, quand on a un crâne de chat, par exemple, c'est pas trop compliqué de savoir qu'il y avait des tissus mous, puisqu'on a encore des chats qui vivent aujourd'hui. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand on a des espèces qui sont complètement éteintes et qui n'ont pas de représentants modernes. Et donc, c'est justement ça le jeu avec l'histoire des aliens qui essayent de reconstituer les espèces modernes, c'est que justement, les aliens, ils vont partir du principe qu'il n'y a rien d'équivalent qui existe sur leur planète. Donc, ils partent complètement en roue libre. Mais bon, il y a quand même des choses qu'ils peuvent voir. Donc, la position des yeux, la position du nez, la position de la bouche. On va partir du principe que les aliens sont humanoïdes, donc qu'ils ont à peu près la même constitution que nous. Sinon on s'en sort pas. Mais comment ils auraient pu savoir qu'il y avait des lèvres, par exemple? Bon, alors déjà, il n'y a pas de joues non plus, donc on va commencer par les joues. Donc ils auraient pu savoir qu'il y avait des joues parce qu'on a cette fosse ici, qui se trouve en dessous de l'arcade jugale, qui est la fosse d'insertion pour le muscle masséter, qui vient s'accrocher là, sur la mâchoire. Donc ça, ils auraient pu le voir, par exemple. Ça aurait été assez facile à voir. Le muscle masséter qui vient s'accrocher directement ici sur la mâchoire. Et là, vous voyez cette petite fosse ici. Cette petite fosse, c'est l'insertion des muscles labiaux, donc des muscles des lèvres. Donc c'est pareil, ils auraient pu savoir qu'ici, il y avait un muscle qui passait. D'ailleurs, muscle qui est aussi trahi par la présence de ce trou, qui est le trou pour le nerf trijumeau. Et le nerf trijumeau, c'est lui qui donne sa sensibilité aux lèvres. Donc s'il y a un nerf qui sort là pour aller innerver quelque chose, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas qu'il y a rien. Voilà. Donc là, ils auraient pu savoir qu'il y avait effectivement de la chair à ce niveau-là. Après, on peut s'interroger sur effectivement la texture de la peau. Et là, je pense que c'est comme pour les dinosaures, c'est-à-dire qu'ils sont en roue libre. Enfin, les aliens sur les animaux modernes sont comme nous, complètement en roue libre quand on regarde les dinosaures. C'est-à-dire que les dinosaures, on en est arrivé à un point où décider s'ils avaient des écailles ou des plumes et où ils avaient des écailles ou des plumes, où se situaient ces écailles et ces plumes, ça devient de plus en plus compliqué. Donc là on est typiquement sur de la spéculation rationnelle, c'est-à-dire de la spéculation dans la limite du possible. Ça rappelle d'ailleurs un livre qui s'appelle All Yesterdays, donc qui est un livre où justement des paléo-artistes ont décidé d'écrire un livre pour justement dénoncer un peu le fait que on manquait un peu d'imagination sur les fossiles et notamment qu'on avait tendance à aller un peu trop à l'économie d'hypothèse, selon eux. Donc l'économie d'hypothèse, c'est quand même comme ça que fonctionne la science, c'est-à-dire que quand on trouve un squelette, on ne va pas y rajouter plus de choses que strictement nécessaire, puisque sinon, voilà, je veux dire, à force de rajouter des trucs, on finit juste par une boule de viande, hein. Si vous avez un squelette et que vous voulez rajouter autant de muscles que vous voulez, vous finissez juste avec une grosse boule de viande. Mais donc on va à l'économie d'hypothèse et on ne met que les muscles pour lesquels on a une preuve. Mais c'est vrai que, comme ils ont dénoncé, si on devait faire ça avec les mammifères d'aujourd'hui, un babouin, ça ressemblerait à ça. Voilà. Ou un chien, je ne sais plus si c'est un chien ou un babouin, mais là, vous voyez, un cygne, ça ressemblerait à ça, si on devait aller à l'économie d'hypothèse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de traces de plumes sur les os. Enfin, sur les fossiles, on n'aurait pas de traces évidentes de plumes, à part éventuellement sur les avant-bras. Mais voilà, là, par exemple, vous avez un exemple d'Apatosaurus pour lequel on a imaginé plus qu'on aurait pu voir sur le fossile. Et ça vous illustre bien que si on se laisse trop aller, ça a ses limites quand même, ce raisonnement. Donc oui, il faudrait qu'on soit plus imaginatif, il faudrait qu'on rajoute plus de viande, plus de chair à certains endroits, notamment sur le crâne. Hein. Sur le crâne, on a tendance à dessiner les dinosaures justement avec les fosses temporales apparentes et même ils ont une fosse antéorbitaire apparente. Donc là, pour le coup, c'est un chien. Non, c'est un chat, pardon, c'est un chat, autant pour moi. Donc là, pour le coup, c'est censé être un chat avec sa vision binoculaire, ça répond directement à ça, du coup. Là, on a un chat et on a sa vision binoculaire, mais comme on ne sait pas si on doit lui mettre de la peau ou des écailles, là, ils lui ont mis des écailles, ils l'ont reconstruit comme un dinosaure, en fait, ils lui ont mis des écailles, et les fosses temporales, ils ont juste mis des écailles d'une couleur différente et avec un peu profonde. Au lieu de mettre un muscle et du coup que la fosse temporale ne soit pas apparente sur le crâne, comme c'est le cas chez les chats modernes, hein, vous ne voyez pas l'emplacement de la fosse temporale sur votre chat, là, ils ont mis des écailles et un petit renfoncement comme on fait chez les dinosaures. Donc parce qu'on va à l'économie d'hypothèse, à l'économie de viande.
Et du coup, quand on économise beaucoup la viande, bah, ça en fait un trou, quoi. Donc là, voilà, c'est comme ça qu'ils ont dénoncé un peu leur truc, que ça manquait un peu d'imagination, tout ça. Voilà, donc All Yesterdays, voilà, c'est le titre du bouquin, si ça vous intéresse. Si vous voulez en savoir plus sur comment on reconstitue les, les dinosaures et les espèces éteintes en général, voilà, c'est le livre qu'il vous faut. Donc c'est exactement l'exercice auquel on va se prêter aujourd'hui finalement. Donc le suivant. Voici le crâne, c'est un crocodile. Il n'y a pas à tortiller, c'est un crocodile. La surface, déjà le long museau, la surface qui est ponctuée de petits trous. La fosse mandibulaire qui indique que c'est un archosaure ici. Les archosaures ont une fosse mandibulaire ainsi qu'une fosse antéorbitaire, mais là il n'y a pas de fosse antéorbitaire parce que c'est un crocodile et que c'est un trait distinctif des crocodiles d'être un archosaure sans fosse antéorbitaire. La petite barre à l'arrière de l'œil, donc l'orbite est ici, la petite barre à l'arrière de l'œil qui est renfoncée dans le crâne, ça c'est typique des crocodiles aussi. Et je sais que c'est un crocodile et pas un alligator parce que les dents se croisent en fait. Donc les dents du dessus croisent les dents du dessous, alors que chez un alligator, les dents du dessus recouvrent complètement les dents du dessous, comme chez nous en fait. Et l'alligator a aussi un museau un peu plus rond, un peu plus régulier. Donc voici, bon ça c'est pas trop une surprise, c'est intéressant, comment un alien le reconstituerait, le vrai animal, oui, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, c'est petit trait d'humour, petit trait d'humour. Alors le suivant, bon, oui alors ça, je vois où ils veulent en venir avec ça. Donc ça c'est un crâne humain, mais en fait c'est un juvénile, donc qui a les dents de lait encore en place et qui a les dents adultes qui sont en dessous en train de pousser. Et en fait ils ont enlevé l'os maxillaire et l'os mandibulaire pour qu'on puisse voir les dents en fait. Donc un crâne d'enfant ça ressemble pas à ça en réalité, c'est juste si vous enlevez l'os qui cache les dents, c'est ce que vous voyez en fait. Vous voyez les dents de remplacement, les dents adultes qui sont en train de pousser en dessous des dents de lait. Et effectivement, ça donne cet aspect super effrayant. Donc, ouais. Comment les aliens reconstitueraient ce crâne? Oui, oui, c'est à peu près ça, oui. Un humain avec une dentition de requin. Ouais, c'est à peu près ça l'idée. C'est à peu près ça l'idée. Et donc le vrai animal le plus terrible au monde, le gamin. Numéro 4. Ah, bah ça c'est un cas intéressant. Évidemment, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez pas que je vous spoile la réponse à chaque fois. Donc le numéro 4. Alors on a ici un animal avec des yeux qui ressortent sur le dessus, donc c'est un animal semi-aquatique. On a des incisives, des canines, des molaires, c'est un mammifère, donc un mammifère aquatique. Et on a des énormes défenses là, donc c'est un hippopotame. Il n'y a pas à tortiller avec des défenses de cette taille, y compris des défenses au niveau des incisives. L'hippopotame, c'est le seul mammifère qui a non seulement des défenses au niveau des canines, mais aussi des défenses au niveau des incisives. Donc c'est à peu près sûr qu'on est face à un hippopotame en regardant ça. Et puis il y a la mâchoire qui a ce crochet ici au niveau de la mandibule. Crochet qui est très important puisque ça permet à l'hippopotame d'ouvrir grand la bouche sans se couper la carotide avec ce bout d'os là. S'il n'y avait pas ce crochet là, ici, cette petite fosse là, en fait, ça couperait la carotide à chaque fois qu'il ouvre grand la bouche. Donc les hippopotames sont connus pour ouvrir très très grand la bouche à presque 180 degrés. Ils appellent ça le bâillement. C'est un rituel amoureux. Et donc ça évite de se couper la circulation du sang dans le cerveau. Donc ça, c'est un hippopotame, typiquement. Alors, comment on reconstituerait ça si on était un alien? Bah évidemment, oui, c'est monstrueux, un hippopotame. En plus, ils ont pris la photo genre de l'hippopotame le plus inoffensif du monde. Bon, les hippopotames, c'est quand même les mammifères les plus dangereux au monde, hein. C'est d'ailleurs même plus dangereux que les crocodiles, pas seulement les mammifères, mais c'est même plus dangereux que les crocodiles ou les requins, hein. Il y a plus de morts par hippopotame chaque année que de morts par crocodile et requin. Donc c'est un petit peu mensonger cette image quand même, de montrer le gentil hippo en train de dormir.
Mais bref, oui, ça c'est tout aussi faux, hein, évidemment. Donc ouais, c'est intéressant du coup de voir que en fait, il proposerait évidemment un animal supposément carnivore, très méchant, avec des tout petits yeux bien vicieux, alors que là, on a quand même des gros yeux tout ronds. Donc alors à part la position des yeux qui est un peu trop basse, là vous voyez que les orbites elles font vraiment saillie au-dessus du crâne là, hein. Donc là les orbites sont un peu trop basses, elles sont un peu trop en position normale quoi en fait. Donc finalement elle serait pas si fausse cette reconstruction. Alors on va commencer d'avant en arrière, donc évidemment le nez qui est recouvert complètement de chair chez l'hippopotame, qui là est complètement à nu. Et là, vous voyez, le nez est ici. Donc le nez est à une position qu'on considérait assez spontanée. Bon, déjà, vous voyez, cette barre qui sépare les deux narines, elle n'existe pas sur l'hippopotame. Donc ça, c'est plutôt un truc de reptile qu'on a collé à l'hippopotame. Donc je vois pas pourquoi les extraterrestres auraient fait ça. Les dents, bon bah les dents, elles sont au bon endroit, quoi. La question c'est du coup comment on sait que comment on pourrait savoir que l'hippopotame avait autant de viande sur le nez et donc ne ressemblait pas à ça. Et des réponses, il y en a plusieurs. D'une, comme pour le chat, on a ici l'insertion des muscles des muscles labiaux et qui est très très profonde, hein. Vous voyez, chez le chat, c'était à peine visible, mais là, c'est très profond chez l'hippopotame. Donc, on a des gros muscles labiaux et on a ici de très gros foramen, encore une fois, pour le nerf trijumeau. Donc, qui devait innerver par définition quelque chose. Donc, il y avait pas, au moins, on saurait qu'il n'y avait pas rien comme ce qu'ils ont fait là. Déjà, on ne se serait pas juste contenté de coller la peau à cet endroit-là. Ensuite, comment savoir la quantité de chair en général? Ça, par contre, ça aurait été relativement difficile. Il y a quelque chose qu'on aurait pu savoir, c'est qu'effectivement, si oui ou non, il y avait de la chair qui recouvrait les dents. Parce que les grosses gencives, des grosses gencives comme ça laisse des marques. Enfin, justement, ça laisse pas de marques. C'est-à-dire que les traces d'usure sur les dents ne seraient pas les mêmes là où il y avait là où il y avait les grosses lèvres qui recouvraient les dents que là où il n'y en avait pas. Donc ça, on aurait pu le savoir. Au niveau des traces, il y a l'endroit où les dents étaient protégées par les lèvres. On aurait pu dire, bon bah ok, on aurait pu tracer une ligne en disant, voilà, les lèvres, elles allaient au moins jusque-là. Et récemment, on a aussi fait ça avec des théropodes. C'est qu'on a analysé les isotopes des dents, donc la géochimie des dents. Et en fait, parce que les dents, c'est du minerai, hein, enfin c'est du minéral, c'est de l'émail. L'émail, c'est phosphate de calcium. Mais bref, ça reste un minéral. Donc on analyse les isotopes et en fait on se rend compte que là où il n'y a pas de lèvres, la signature isotopique est différente de là où il y a des lèvres. Et donc c'est à partir de ça que chez les théropodes, ils ont fait l'hypothèse que peut-être les théropodes avaient des lèvres. Des petites lèvres, hein, comme on voit chez certains lézards, hein, pas des grosses lèvres bien charnues, pas comme dans Jurassic Park, là, des grosses lèvres charnues comme chez les raptors, là, qu'ils arrivent à bouger. Hein, on n'est pas sur des lèvres musculeuses comme chez les mammifères, on est sur des lèvres juste qui recouvrent les dents. En fait, c'est juste un repli de peau qui recouvre les dents. Donc on pourrait savoir si oui ou non il y avait de la chair par-dessus, mais par contre savoir qu'il y avait tout ça de chair, ce serait difficile. On pourrait raisonnablement en faire l'hypothèse, tout simplement parce que la position des yeux. Les yeux indiquent que l'animal donc se tenait à la surface avec les yeux qui sortaient de l'eau. C'est pour ça que les yeux ont l'air de sortir comme ça du crâne vers le haut. C'est un animal qui se tient à la surface avec juste les yeux qui sortent. Et du coup, ils auraient pu faire l'hypothèse que du coup, cette narine-là, s'il n'y a pas de chair qui permet à la narine d'être orientée vers le haut, en fait, cette narine se serait ouverte sous l'eau, là, comme ça. Bloum. Si vous mettez le niveau de l'eau à ce niveau-là, voilà, la narine s'ouvre sous l'eau et puis c'est mort, quoi. L'animal se noie. Alors que chez l'hippopotame, vous voyez qu'il y a il y a de la viande sur le museau et que grâce à cette viande, en fait, la narine est tournée vers le haut comme ça. Comme ça, les narines sont au-dessus du niveau de l'eau, au même niveau que les yeux. Donc, ils auraient pu imaginer quand même, ces extraterrestres, que vu qu'on est face à un animal semi-aquatique, alors les narines auraient dû être orientées vers le haut et que pour y arriver, il faut de la viande. Parce que sans la viande, il a le nez sous la flotte. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils auraient pu faire, les extraterrestres. Et la corne ici, donc là, c'est très intéressant là, qu'ils aient reconstitué ce processus ici. Donc le crochet de la mâchoire comme étant une corne. Ce crochet là, c'est le muscle masticateur ici qui s'insère là, donc
le muscle masséter qui va s'accrocher jusque là-haut, là, en dessous de l'arcade jugale. Énorme muscle masséter. Et on voit que c'est une insertion de muscle, quel que soit le muscle en question, on voit que c'est une insertion de muscle parce que c'est une fosse. Hein. Donc le muscle s'insérait là. Donc là, normalement, il ne devrait pas se dire qu'il y a une corne ici. Hein. D'autant que généralement, quand il y a une corne, la surface, elle est recouverte de petites ponctuations, de petits vaisseaux sanguins. Bref, il faut des trucs pour alimenter la corne. La corne, c'est de la kératine qui pousse. Donc il faut de l'alimentation pour cette corne. Donc souvent, la surface n'est pas lisse comme ça. Elle devrait être rugueuse et recouverte de petits vaisseaux sanguins, de traces de petits vaisseaux sanguins. Et puis, ils n'auraient pas reconstitué ça comme un gros carnivore vindicatif, tout simplement parce que les dents, les molaires, sont typiquement des dents d'herbivores. Hein. Ce sont des dents à couronne très haute et à surface plate qui servent à mastiquer de l'herbe. Donc je pense que les extraterrestres auraient été plus malins que ça. Pour le coup, ils auraient été, je pense, plus malins que ça. Ah, le suivant. Alors ça ressemble, oui, alors ça ressemble effectivement à un genre de crâne d'alien avec le long tuyau et puis les grandes dents. Alors en plus, ils ont mis les dents bien en avant, là, la bouche bien ouverte. Donc encore une fois, grosse incisive, grosse canine, on est sur un carnivore. Il y a une différence entre incisive, canine, molaire, on est sur un mammifère. Mammifère carnivore, on devrait trouver une carnassière, c'est le cas. Vous avez ici une carnassière en haut, une carnassière en bas. La carnassière en bas est bien visible parce que là, elle est visiblement plus grosse que toutes les autres. Et puis après, c'est surtout le fait que la carnassière soit pas très tranchante, déjà, va nous indiquer qu'on est plutôt du côté chien ou ours de la phylogénie des carnivores. La phylogénie des carnivores, c'est pas compliqué. Vous avez la famille des chiens, vous avez la famille des chats. Les chiens et les ours sont dans la même famille, et les chats et les hyènes sont dans l'autre famille. Et leurs dents sont très différentes. Il y en a qui ont les dents qui coupent et l'autre qui ont les dents qui coupent pas. Donc là, vu qu'on a des dents qui n'ont pas l'air d'être très, très affûtées, on est plutôt, je pense, du côté des chiens. Et en plus, on a une dent derrière la carnassière, ce qui confirmerait qu'on est du côté des chiens. Donc on est du côté des caniformes. Et après, c'est surtout une question d'habitude, mais on a déjà une boîte crânienne qui est très allongée. Qui est un truc qu'on rencontre chez les pinnipèdes, donc chez les phoques et les otaries. Et là, vous avez une grosse truffe, un gros trou pour le museau, qui est pas tout à fait en position terminale, donc qui est pas tout à fait aligné, on va dire, avec la surface ici du prémaxillaire. Vous avez cette petite rétraction, et cette petite rétraction, ça indique un animal semi-aquatique. Donc je dirais que c'est un pinnipède. Et après, chez les pinnipèdes, vous avez les otaries et les phoques et les morses. Bon, c'est évidemment pas un morse, puisque sinon on aurait ces énormes défenses. Encore que les femelles n'en ont pas, mais bon, je veux dire, le crâne d'une femelle morse, c'est comme un mâle morse, mais sans les défenses. Donc c'est quand même très reconnaissable. Les otaries ont une espèce de casquette au-dessus des yeux, là, et là, je vois pas de casquette, donc je dirais que c'est une otarie. Alors, on va voir ce que c'est. Comment les aliens reconstruisent. Oui, je vois comment les aliens reconstruiraient ça comme un xénomorphe. La longueur du crâne, comme ça, vers l'arrière, c'est intéressant. Après, les xénomorphes n'ont pas d'yeux. Et là, il y a des orbites. Donc, je ne dirais pas que ça ressemble énormément à un xénomorphe. Et encore une fois, on a l'absence de lèvres. Ici, on a un très, très gros foramen, vous voyez, pour le passage du nerf trijumeau, avec une très, très profonde fosse ici pour les lèvres, pour le muscle labial. Donc, encore une fois, on lui mettrait des lèvres quand même. On lui mettrait des lèvres. Et puis en plus, le xénomorphe, il n'a pas de nez non plus. Donc, c'est pas vraiment. Non, c'est pas. Encore une fois, c'est donner assez peu de crédit aux scientifiques aliens que de s'imaginer qu'il les reconstruirait comme ça. Ah, et perdu, c'était une loutre. C'était une loutre. Ah, la disgrâce. La disgrâce. Oui, bah oui, une loutre. La disgrâce, oui, donc très proche, oui. Ça, on reste du côté canin de la force, hein, du côté des chiens, mais le trou, ouais. Peut-être qu'une otarie aurait un trou pour le nez beaucoup plus gros que ça, effectivement. Et puis il y aurait peut-être, ah oui, je sais où je me suis fait avoir. Les dents. Je me suis fait avoir. Les pinnipèdes n'ont plus de carnassière. Ah, là, la honte. La honte. La honte.
Voilà, si vous regardez un crâne de pinnipède, un crâne de phoque, du coup, donc le crâne de phoque a un très très gros trou pour le museau et surtout les dents sont toutes les mêmes, il n'y a plus de carnassière. Bah oui, c'est typique des piscivores. La honte sur moi. J'ai perdu, mais on apprend plus en faisant des erreurs. On apprend plus en faisant des erreurs. C'est une erreur que je ne referai plus. Merde, j'ai scrollé trop bas. Non, ça, c'est marrant. Oui, bah, c'est le classique crâne d'éléphant qui est pris pour un crâne de cyclope, là, pour le coup. Parce qu'on pense, on s'imagine évidemment que les aliens vont prendre ça pour le trou de l'œil au lieu de prendre ces trous-là pour les trous des yeux. Donc, mais oui, effectivement, c'est un grand classique. C'est un grand classique, même bah, il y a des spécialistes qui ont supposé que les légendes, les récits et les légendes de Cyclope venaient de la découverte de crânes d'éléphants nains, donc les éléphants nains qui vivaient sur les îles méditerranéennes au Quaternaire. Et donc ils ont proposé qu'en fait la légende des Cyclopes venait de la découverte de crânes d'éléphants nains dont le nez, en fait, la cavité nasale, avait été mal interprétée comme étant la cavité de l'œil, d'un œil unique, alors que la cavité de l'œil se trouve là. Et bon, après, c'est vrai ils ont quand même une tête bizarre, les éléphants. C'est dur de s'imaginer que ça, c'est la cavité du nez, alors que le bout du museau est là, en fait. Et c'est parce que là, en fait, vous avez cette fosse ici, c'est l'insertion des muscles de la trompe. Donc, et ici, vous avez encore une fois le trou du nerf trijumeau qui vous indique qu'il y avait beaucoup de viande à l'avant. Vous voyez, la taille du nerf trijumeau, elle est presque aussi grand. Il est presque aussi grand que l'œil, hein. Donc ce nerf trijumeau, il vous indique qu'il y avait beaucoup de viande. Alors un extraterrestre serait normalement capable de voir qu'il y avait quelque chose ici, non pas comme ce qu'ils ont fait là, mais est-ce qu'il serait capable d'aller jusqu'à imaginer qu'il y avait une trompe? Ce serait compliqué, hein. Ce serait compliqué parce que même pour les éléphants fossiles, enfin pour les proches parents des éléphants fossiles, les proboscidiens fossiles, on n'a aucune idée de ce à quoi leur trompe ressemblait, hein. Donc là, pour le coup, il recouvrirait peut-être tout ça d'une belle boule de chair, éventuellement, qui évidemment communiquerait avec le nez ici. On pourrait être sûr que ça, c'est le nez, puisque après, quand vous suivez, vous pouvez glisser votre main là, en fait, c'est suffisamment grand, et vous finirez par atteindre la bouche, hein. Donc c'est la cavité du nez, il n'y a pas de doute sur l'interprétation de cette chose-là. Donc je donnerais quand même un peu plus de crédit à nos aliens en disant qu'à mon avis, il serait quand même capable de voir que ça, c'est la qualité du nez, tout simplement parce que ça communique avec la bouche, hein, et pas avec le cerveau comme le ferait un œil. Donc non, là, encore une fois, je suis pas d'accord avec l'interprétation. Et évidemment, c'est un éléphant. Ceci étant dit, ceci est un éléphant d'Asie. Ouais, on peut pas voir si c'est un éléphant d'Asie ou d'Afrique. Normalement, il faut regarder les dents. Mais les défenses sont plutôt petites. Donc, ça m'a l'air d'être un juvénile quand même. Mais bon, même sur un éléphant d'Afrique, les défenses devraient être un peu plus grandes. Donc, c'est peut-être un éléphant d'Asie, effectivement. Donc, le crâne, évidemment, comment les aliens le reconstituaient, qui leur croque. Le super gros crocodile. Donc, ça, c'est un crâne d'orque. Donc, c'est un cétacé. On le voit on voit que c'est un cétacé parce que là, vous avez le trou de l'évent qui est ici. Et donc les maxillaires ici et les prémaxillaires au-dessus, donc maxillaires, prémaxillaires, qui sont projetés vers l'arrière par-dessus le crâne. C'est très typique des cétacés. L'arcade jugale qui est très fine. Ici, vous avez l'œil. Donc, et puis évidemment, les dents énormes comme ça, c'est ou une orque ou une pseudo-orque. J'ai pas la prétention de pouvoir faire la différence, mais je dirais plutôt que c'est une orque. Yeah! Gagné! Donc évidemment, la reconstitution en tant que crocodile. Alors en partant du principe qu'on a déjà vu le crocodile et que du coup les aliens sauraient déjà à quoi ressemble un crocodile, je ne pense pas qu'ils diraient que c'est un crocodile. Parce que c'est très différent, hein. Le crocodile, déjà, il a le museau à l'avant du nez, alors que là, on a bien dit que le nez, hein, puisque l'évent, c'est l'équivalent du nez chez les cétacés, il se trouve au sommet du crâne, donc ici, hein, derrière les yeux. Les yeux sont beaucoup trop hauts, vous voyez que les yeux, là, ils sont très bas, situés au même niveau que la rangée dentaire, donc là, les yeux, ils devraient se situer ici, en réalité. Donc pareil, je donnerais un peu plus de crédit à nos aliens en disant qu'ils y arriveraient quand même un peu mieux que ça à voir que c'est pas un crocodile.
Procavia, l'Irax, le daman aussi, comme on l'appelle. Donc, proche parent des éléphants, petit animal qui ressemble beaucoup à un rongeur, mais qui n'en est pas un, puisque, en fait, quand on regarde ses doigts, il n'a pas des griffes comme les rongeurs, mais en fait, il a des sabots. Donc, c'est un proche parent des éléphants qui s'appelle le daman. Vous pouvez googler. Bon, Marc, je vais googler ça pour vous, c'est les vacances, hein. Donc voilà, si vous googlez Irax, c'est ça que vous trouvez. Donc tout ça, c'est à ça que ça ressemble, hein, un Irax. Donc maintenant, c'est intéressant, c'est de comparer avec ce qu'ils ont. Donc voilà, on est passé d'un pauvre petit animal qui ressemble à une marmotte à ça. Donc non, en fait, bon, je vois bien d'où ça vient, hein, l'idée de lui coller des immenses dents de sabre. Ça vient de ça. Bon, c'est pas des dents de sabre déjà parce que ce sont pas des canines, ce sont des incisives. Déjà, elles sont situées sur l'os prémaxillaire que vous voyez là. Donc, ce sont des incisives. Les dents de sabre, les canines, seraient situées sur l'os maxillaire, qui est l'os qui vient derrière, là où se trouvent les molaires. Donc, non, déjà, c'est pas des dents de sabre. De deux, elles sont pas très affûtées, ces dents. De trois, elles ont plutôt. De trois, ce sont des défenses et non pas des dents de sabre, donc elles n'ont pas d'émail, en fait. Donc, la différence entre une défense et une dent normale, c'est que les défenses n'ont pas d'émail. Donc là, on est sur une défense dépourvue d'émail, donc c'est pas comme les dents de sabre non plus. Et ensuite, ce serait certainement pas reconstitué comme un carnivore, déjà parce que vous voyez, là, il y a toutes les incisives pointues, là, il n'y a pas d'incisives pointues, il n'y a qu'une seule paire d'incisives et c'est les défenses. Donc ça, c'est pas typique des carnivores. Du coup, ici, vous avez un trou là parce qu'il n'y a pas de canine. Et là, vous avez une belle rangée de grosses molaires bien carrées, bien plates, donc bien herbivores. Et vous avez des muscles masticateurs très développés. Vous avez des muscles masticateurs très développés qui sont attachés à l'arrière ici de ce morceau de mâchoire et qui donnent du coup à cet animal une belle boubouille bien ronde. Ah non, c'est pas un Irax ça. Ah non, 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 mais là, si vous commencez à mettre des fausses images, là, on va pas s'en sortir. C'est pas un Irax. C'est pas un Irax du tout, ça. Non, cet animal, c'est un Kuoka, là, cette belle boubouille qui sourit, là, c'est un Kuoka, c'est un marsupial. Les Irax, c'est même pas des marsupiaux, c'est des placentaires, là, c'est un taxonomic fail d'envergure internationale, là. Là, c'est un taxonomic fail, ça vous fait confondre Scarlett Johansson avec un kangourou, quoi. Confondre un daman avec un Kuoka, c'est Scarlett Johansson confondu avec un kangourou, quoi. Tu te réveilles le matin, tu as pris une cuite, tu te réveilles le matin et pense, c'est un kangourou, quoi. Non, 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 non. Ah, non, non, là, c'est pire que de confondre une loutre avec un phoque, hein. Là, pour le coup, au moins, j'étais dans la même famille, quoi, la famille des caniformes. Là, non. Là, c'est -12 pour Board Panda. -12. Bon, alors, suivant, on va essayer de pas scroller trop bas, ce coup-là. Bah, ça, alors, ça a effectivement l'air d'un monstre, je vous le concède. Ceci dit, derrière le monstre, il y a un animal, il y a un cœur. Et là, pour le coup, c'est un chien. Donc ça, c'est le crâne de, je sais pas exactement de quel chien, mais ça doit être peut-être un bulldog, peut-être un carlin. Un de ces chiens, vous savez, qui a la face tellement aplatie qu'il n'arrive pas à respirer, quoi. Donc c'est ce genre de chien-là. Alors comment on arrive à voir que c'est un chien? Bah, c'est toujours les mêmes indices. Déjà, incisive canine molaire, ça montre qu'on est en face d'un mammifère. Les énormes incisives que vous pouvez voir, bon, il y en a quelques-unes qui ont été perdues, j'imagine que c'était un vieux pépère, mais voilà, il y a des énormes incisives qui montrent que c'est un carnivore, la canine qui est relativement bien développée, et vous avez toujours la carnassière qui est bien visible à l'arrière, donc c'est définitivement un carnivore. La dentition qui est plutôt émoussée, donc on est plutôt du côté caniforme, du côté chien de la force. Et après, c'est juste la forme du crâne. Il n'y a qu'un seul type de caniforme qui peut avoir une tronche pareille, et c'est les carlins et les bulldogs, quoi. Ouais, voilà, c'est le v'là. Et en plus, là, vous avez les gros yeux, pour le coup, qui rentrent bien dans les yeux, là. Non, ça, c'est très, très intelligent, ça. Je plus sois. Je valide totalement cette reconstitution. Voilà, les aliens, ils sont comme ça. Ils sont excellents, les aliens. Je plus sois totalement. Voilà. Suivant. Je suis d'accord. Le crâne, pourquoi c'est vide? Ils ont de l'humour.
Ah oui, bah oui, un invertébré n'a pas de crâne, donc évidemment, vous pourrez toujours essayer de reconstruire. C'est une très bonne leçon, ça, pour la paléontologie, hein. L'absence de preuve n'est pas preuve d'absence. On peut toujours arriver à reconstituer en partie les mondes fossiles, mais tout ce qui n'est pas préservé n'était pas forcément absent. Ça, c'est vrai, c'est une bonne leçon. Ça, en fait, c'est une très très bonne leçon de paléontologie, cette page, hein. Ah, toi, pas trop bas, pas trop bas. Le crâne, alors ça, c'est un squelette, mais d'accord, admettons. Bon, c'est un crâne de carnivore, enfin, c'est un crâne, c'est un squelette de carnivore. Donc, comment on le sait? Bah, parce que il est digitigrade. Il est digitigrade, ce qui veut dire qu'il ne marche pas sur le bout des doigts, comme un ongulé, donc comme la plupart des herbivores. Il ne marche pas sur la paume, comme beaucoup de primates, comme les écureuils, bref, comme beaucoup de rongeurs. C'est un digitigrade de taille moyenne. Généralement, les digitigrades de taille moyenne, c'est des carnivores, d'une. Et de deux, on voit que sur le crâne, il y a quand même des grosses canines, des grosses dents bien pointues, que je suspecte être celles d'un félidé. Le crâne, en général, est plutôt celui d'un félidé, avec un museau relativement court. Vous voyez que l'œil est ici, donc le museau ici est plutôt court, alors que la boîte crânienne est plutôt allongée. Donc généralement, c'est aussi un truc qu'on retrouve chez les félidés, sauf chez la loutre de tout à l'heure. Elle va pas passer, la loutre, hein. Ah, la honte sur ma famille, la honte sur ma vache, le déshonneur, quoi. Donc, comment les extraterrestres reconstitueraient ça? Un tigre, d'accord. Et en fait, c'est un chat. Ouais. Enfin, on est bien d'accord que on est bien d'accord que là, c'est un peu de la mauvaise foi quand même, hein. Je veux dire, à cette distance-là, enfin, la différence, surtout qu'on n'a pas de barre d'échelle. Je veux dire, on n'a aucune idée de la taille du machin. Moi, j'étais parti sur un grand félin, effectivement, mais non. Apparemment, ce serait un chat. Je vous avoue que comparé au chat de tout à l'heure, l'œil est vachement petit. Donc tout à l'heure, il n'y avait pas trop de doute sur le fait que c'était un chat parce que l'œil était vachement grand. Là, je vous avoue que je serais plutôt parti sur un puma, on va dire. À l'allure générale, je serais parti sur un puma ou sur quelque chose comme ça, quoi. Donc ouais, là, bon, c'est jamais qu'un gros chat, quoi. Donc les extraterrestres, pour le coup, ça aurait très malin. Alors le crâne. Ah, mais ça, c'est intéressant comme crâne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un crâne avec donc des grosses incisives bien développées. Donc ça fait typiquement penser soit à un rongeur, soit à un lapin. Donc déjà, on peut d'ores et déjà exclure tout le reste, hein. C'est du rongeur ou du lapin. C'est pas la même chose. Rongeur, famille Rodentia, enfin ordre Rodentia, lapin, ordre Lagomorpha. Donc c'est très très différent. Confondre un rongeur et un lapin, c'est confondre Scarlett Johansson avec c'est une bonne question, ça. Avec quoi ça vous fait confondre? Parce que le problème, c'est que les seuls animaux que je visualise sont des machins que vous connaissez peut-être pas forcément. Donc voilà, c'est confondre Scarlett Johansson avec un dermoptère. Voilà, je vous laisse googler dermoptère. Dermoptère. Ou un scandancien aussi. Vous pouvez essayer de googler scandancien, mais vous verrez que ça ressemble pas du tout à Scarlett Johansson. Bref, donc là, pour le coup, c'est plutôt un rongeur parce que on a ce trou là. Cet énorme trou là, c'est le foramen infraorbitaire qui, chez les rongeurs, ne donne pas que passage aux nerfs trijumeaux. Il donne aussi passage en fait au muscle masséter. Donc le muscle masséter est tellement grand qu'il n'a pas la place. Donc les rongeurs, évidemment, comme ils rongent, ils ont besoin d'un énorme muscle masticateur. Le muscle masséter est donc gigantesque et il est tellement grand en fait qu'il n'y a plus la place sur l'arcade jugale. Du coup, il va squatter le maxillaire en passant par le foramen infraorbitaire. Donc là, pour le coup, ça indique clairement qu'on est face à un rongeur. Alors attends, comment les aliens reconstitueraient ça? Ça a déjà l'air de faire peur. Ah, c'est dommage, il y avait tellement mieux à faire. Il y avait tellement mieux à faire que ça. Bah non, les aliens ne reconstitueraient pas ça comme ça. Alors, si je vois ce qu'ils ont voulu faire, en fait, c'est parce qu'il y a un trou là et il y a un trou là, donc il y a plusieurs yeux. Et là, ils ont effectivement pris un animal qui avait trois paires d'yeux.
Alors que là, on pourrait dire qu'il y a effectivement deux paires d'yeux. C'est pas faux. Allez, ouais, accordé. Accordé. Après, il y a beaucoup trop de dents, hein, je veux dire. Quelle que soit la façon dont vous le regardez, là, il y a beaucoup trop de dents sur cette mâchoire, à beaucoup trop d'endroits où on ne les voit pas sur le crâne. Donc, un petit peu plus de crédit, j'accorderais aux aliens en disant qu'ils n'auraient pas mis un troisième œil et qu'ils auraient laissé les bonnes dents aux bons endroits. Voilà. Et puis, là, vous avez un gros trou pour l'oreille. Donc, je lui aurais aussi collé des grosses oreilles. Là. Là, ça manque un peu d'oreille, là. Ou alors, c'est le troisième œil qui va là, mais dans ce cas-là, les distances ne sont pas respectées. Et voilà, un bon petit rongeur. C'est un hamster, ça. Le crâne, donc ça, c'est un crâne de chien. C'est un crâne de chien, mais j'ai pas vraiment de raison de vous dire pourquoi c'est un crâne de chien que j'ai déjà vu un crâne de chien et que ça ressemble exactement à ça. Là, j'avoue que je suis un peu en panne de caractère tout à fait probant, à part que j'en ai déjà vu et que je sais que ça ressemble à ça. Donc on va dire que voilà. Pas mal. Ouais, pas mal. C'est marrant. Allez, c'est marrant, on vous l'accorde. Ouais, eux, ils ont mis un. C'est quoi ça? C'est un coyote? C'est un coyote? C'est un renard? Je suis pas sûr. Mais d'accord, ouais, canidé. Hop, vendu. Ah, bah, un ornithorynque. Un magnifique ornithorynque. Donc, on peut voir les yeux ici. Là, c'est le bec de canard de l'ornithorynque. Euh, Ici, on voit ce qui remplace les dents de l'ornithorynque, hein, c'est de la kératine en fait, ça. C'est pas de la dent, c'est des petits pavés de kératine qui remplacent les dents. Donc ça, c'est définitivement un ornithorynque. Évidemment, ils ont pris le truc le plus moche du monde. Et comme Jabba le Hutt, ça marchait pas parce qu'il a pas un long museau, bah on a pris ça. On a pris les vaches à lait de Star Wars. Alors je suis d'accord avec en partie avec cette reconstruction. Déjà parce qu'il y a effectivement un long museau. Le nez est situé pas tout à fait au bout du museau, ce qui est aussi le cas chez l'ornithorynque. Et ils reconstruisent beaucoup de viande sur le museau, alors que l'ornithorynque, on le sait, a un bec de canard. Mais, à leur crédit, il faut bien admettre que ici vous avez le foramen infraorbitaire et que depuis tout à l'heure, je vous dis, le foramen infraorbitaire, quand il est gros, c'est qu'il y avait beaucoup de viande. C'est pas le cas chez l'ornithorynque. Donc là, ils auraient pu se faire piéger de la même façon, en fait. Il est très très gros chez l'ornithorynque, mais l'ornithorynque n'a qu'un bec, il n'y a pas de viande. Et en fait, le foramen est très gros parce qu'il innerve effectivement le bec, mais le bec est électrorécepteur. Et ça, il n'y a aucun moyen de le deviner juste avec le crâne. Le bec est électrorécepteur et donc ce nerf trijumeau, en fait, il innerve les électrorécepteurs du bec. Donc c'est pour ça qu'il est très très gros. Donc il y a une raison quand même à ça. Mais ouais, et là pour le coup, je suis d'accord en fait avec l'idée que se ferait un extraterrestre de cette bête-là. Parce que effectivement, là, il n'y a pas trop moyen de savoir que cette bête-là aurait pas beaucoup de viande sur le nez. À part qu'il n'y a pas les muscles, encore une fois. Il n'y a pas les muscles qui indiquent. Et donc oui, petit ornithorynque. Ah merde, je me suis spoilé la reconstitution. Bon, alors oui, je comprends. Donc ce coup-là, ce coup-là, c'est un phoque. Voilà. On refait le même raisonnement que tout à l'heure. Donc le même raisonnement que tout à l'heure, c'était incisive canine et molaire. Donc on est sur un mammifère. Des grosses incisives, des grosses canines, on est sur un carnivore. Oui, mais dentition homodonte avec des dents qui ont trois cuspides. Donc toutes les molaires sont les mêmes et ont trois cuspides, ce qui est typique des pinnipèdes, enfin des pinnipèdes, des otaries et des phoques, parce que évidemment parce que les morses étant conchiophages, ils ont des grosses dents plates, ils n'ont pas du tout les dents comme ça. Donc on est soit sur une otarie, soit sur un phoque, et absence de casquette au-dessus de l'œil, c'est un phoque. Donc voilà. Donc là, on sait que c'est un phoque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'oreille. Voilà, donc c'est pas une otarie, c'est bien un phoque. Bien joué, Board Panda. Ceci n'est pas un taxonomic fail. Est-ce qu'on reconstruirait ça comme ça, par contre? En voilà une question qu'elle est bonne. Alors, il y a un truc intéressant sur cette reconstruction supposée, c'est que le nez est effectivement rétracté. Vous voyez que le nez, il n'est pas au bout du museau, il est rétracté, comme sur le phoque. La position des yeux marche relativement bien. Il y a la présence de cette fosse qui me chagrine un peu, parce que là, il n'y a pas de fosse.
Mais en l'occurrence, si on admet que c'est la fosse plus ou moins du muscle labial, en fait, on pourrait partir du principe que les extraterrestres, au lieu d'interpréter la fosse du muscle labial comme une insertion musculaire, ils l'ont interprété comme une vraie fosse, en fait. Donc ça pourrait marcher, éventuellement. Après, pourquoi les cornes et tout ça, je sais pas. Mais à la limite, ça pourrait marcher s'ils ont vraiment aucun moyen de s'imaginer qu'ici, il pouvait y avoir un muscle. Mais bon, c'est quand même une fosse assez évidente, hein. Donc ça, juste imaginer qu'il y avait un trou là, comme ça, qui servait à rien, ça me semble bizarre. Comme façon de raisonner, on va dire. Le squelette, alors l'exosquelette en l'occurrence. C'est pas mal. Oui, bon, l'animal. C'est pas chiant quand on a un exosquelette parce qu'effectivement, l'exosquelette a déjà la forme de l'animal, hein. Le squelette est à l'extérieur, donc il épouse parfaitement la forme de l'animal, donc on se fait pas chier. Et c'est pareil en paléontologie, hein. Ah ouais, alors là, donc ça c'est le crâne d'un requin-marteau qu'on reconnaît très très bien. Enfin, je veux dire, là vous avez la bouche, c'est une bouche typique d'un requin, et puis bah, vous avez les trucs des deux côtés. Les yeux sont normalement situés là. C'est pas mal. Bah, c'est-à-dire, c'est s'ils avaient le crâne, mais en s'imaginant que le crâne était la totalité de l'animal, c'est pas mal. Non pas que ce soit jamais arrivé, hein. Anomalocaris, pendant très longtemps, on n'en avait que la bouche qui avait une forme de tranche d'ananas et on n'avait aucune idée de ce à quoi ça ressemblait, hein. Y en a qui ont proposé que c'était une méduse, hein, juste parce que c'était plat et relativement arrondi, quoi. Donc, donc non, c'est pas complètement impossible qu'on puisse avoir de l'imagination à ce point. Ceci étant dit, encore une fois, je donnerai du crédit à mes extraterrestres en disant que ça, c'est une bouche de cheval. Donc avec des belles incisives bien plates et bien herbivores, ça, c'est quand même des dents férocement carnivores. Ensuite, s'ils avaient regardé un petit peu en dessous, là vous avez la boîte crânienne qu'on voit à travers le palais ici, puisque les requins n'ont pas de palais ossifié. Donc ici, on voit directement la boîte crânienne. Et s'ils avaient regardé à l'intérieur de la boîte crânienne, ils se seraient rendu compte que c'était le cerveau. Et donc qu'ils avaient juste une tête, en fait, hein, pas un corps entier. Donc je donnerais un peu plus de crédit aux extraterrestres que ça en disant qu'ils seraient peut-être pas allés jusqu'à imaginer que c'était un animal entier, en fait, ce truc-là. Et c'est effectivement un requin-marteau. Yes! Ouais, bon, ça, c'est une blague. Ça, ce n'est pas un crâne, ça, c'est je sais pas, c'est une noix. C'est une noix de quelque chose, d'une bestiole que je connais pas. Et effectivement. Ah, le squelette. Bon, bah, ça, c'est un lapin. Ça, c'est un lapin. Comment on le sait? Déjà, bon, bah, l'allure générale du squelette, les très longues jambes. Les très très longues jambes, hein, donc un animal sauteur. Là, ils l'ont remis en position plantigrade, ce qui est plutôt étonnant pour un lapin. C'est un lapin qui est couché, du coup. On reconnaît bien les lapins, en fait, surtout parce que le maxillaire, là, vous voyez, il y a des petites ombres à l'intérieur parce que le maxillaire est pneumatique, en fait. Il est pas... Là, l'os est perforé par plein de petits trous. Et c'est pour ça qu'on a plein de jeux de petites ombres ici, même si la résolution n'est pas tip-top. On a effectivement les incisives qui sont très développées, qui indiquent que c'est ou un lapin ou un rongeur. Et là, vous avez la forme de la mâchoire ici qui est très typique cette forme arrondie là, elle est très typique des lapins. Et on a aussi une petite casquette au-dessus de l'œil, comme chez les otaries, qu'on voit un petit peu. Elle ressort un petit peu de ce côté-là. Bon, c'est pas évident, mais je vais vous montrer un crâne de lapin. Vous allez voir tout de suite. Bon, de lapin, de lièvre ou de... hein, j'ai pas la prétention à cette distance de pouvoir faire la différence entre un lapin, un lièvre et un... C'est pas un pika, par contre, ça, je peux être sûr. Donc là, on voit bien le maxillaire pneumatique, la forme de l'angle de la mâchoire, les incisives, évidemment, et la petite casquette ici, au-dessus de l'œil, qu'on voit un peu mieux là. Voilà, la petite casquette au-dessus de l'œil ici. Les lapins aussi, si on avait, encore une fois, si on avait meilleure résolution, là, on devrait voir une deuxième paire d'incisives que les rongeurs n'ont pas. Un dinosaure. Genre, mais en plus, ça, c'est pas n'importe quel dinosaure, c'est l'Indominus Rex, quoi. Je veux dire. Non, c'est l'Indoraptor, pardon, c'est l'Indoraptor. Encore une fois, honte sur moi. Ça, c'est l'Indoraptor, sérieusement, là. C'est le Golden Indominus, là, avec la rangée dorée sur le côté, là. Ils ont pris ça je sais pas, de Jurassic World Evolution, j'en sais rien. Non, jamais de la vie, on le reconstituerait comme ça. Trop dedans, encore une fois.
Les lapins, ils n'ont pas autant de dents que ça, hein. Vous voyez que tout ça, là, c'est basiquement édenté, hein, et là aussi. Donc non, je donne plus de crédit à nos amis extraterrestres. Ils ne reconstitueraient pas ça comme ça. Mais encore une fois, ça pose la question de quel genre de revêtement on met par-dessus ça, à quelle peau, qu'est-ce qu'on met sur la peau? Est-ce qu'on met des écailles? Est-ce qu'on met des plumes? Est-ce qu'on met du fluff, là, comme ça? Ça, par contre, c'est une vraie question, hein. Qu'est-ce qu'on ferait si on ne savait pas que les lapins avaient de la fourrure? Au suivant. Alors ça, c'est un aïe-aïe. Ça, c'est un crâne d'aïe-aïe, déjà parce que on a vision binoculaire, donc on est face à un primate. Et puis là, on a ses dents, ces petites incisives, comme ça, dirigées l'une vers l'autre à la pointe. Ça, c'est typiquement un aïe-aïe. Donc, ouais. Évidemment, on ne peut pas mettre une photo d'aïe-aïe sans déconner. Mais ceci dit, je comprends comment ils en sont arrivés à ça. Je comprends comment ils en sont arrivés à ça. Alors, encore une fois, il n'y a pas de museau là sur cette reconstitution, donc je donnerai du crédit aux extraterrestres en disant qu'ils auraient mis un museau. Les extraterrestres auraient du coup probablement fait ressortir un peu plus les dents. La bouche ne serait probablement pas si petite. Regardez la taille de la mâchoire. Je veux dire, même surtout si on part du principe qu'ils oublient de mettre des joues, je pense pas qu'ils oublieraient, puisque vous voyez là, on a encore une fois une insertion pour le muscle des joues qui est très visible ici. Donc ils oublieraient pas, je pense, de mettre des joues. Mais ouais, peut-être qu'ils oublieraient de mettre des joues. Après, il y a les oreilles. Les oreilles sont très grandes chez l'aïaï. Est-ce qu'on penserait à mettre des oreilles? Ça, c'est une bonne question, ça. Parce que c'est pareil, c'est une autre question, ça. On ne sait jamais vraiment quoi mettre au niveau des oreilles, hein. Alors, c'est généralement pas un problème quand on a des mammifères fossiles, parce que généralement, ils ont des proches parents, donc on leur colle les oreilles de leurs proches parents. Mais ça peut devenir un problème quand on a des cynodontes, par exemple. Les cynodontes, on ne sait pas trop si on doit leur mettre des oreilles ou pas. Les mammifères du Mésozoïque, on ne sait pas trop si on doit leur mettre des pavillons auditifs ou pas. Donc, c'est vrai que ça, pour les oreilles, c'est un truc typiquement de mammifère, mais on ne sait pas depuis quand, en fait. Donc, si ça se trouve, voilà. Et après, je dis les oreilles, mais c'est pas si évident que ça, hein. Je dis ça parce que, vous voyez, là, il y a un bouquin sur l'Indricotère qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et alors, l'image de couverture est assez, elle est assez éblouissante. Donc, vous voyez, c'est le corps d'un Indricotère, là. Mettez la main sur l'écran, là, cachez cette partie-là, voilà. Hop, cachez cette partie-là. Vous voyez, ça, c'est bien le corps d'un Indricotère ou Paraceratherium ou Baluchiterium, comme vous voulez. Et là, c'est la tête d'une espèce d'éléphant. Et ça a fait rire pas mal de monde. Ça a fait rire pas mal de monde, surtout pour la couverture d'un bouquin. C'est comment ils en sont arrivés à ça. Comment ils en sont arrivés à lui coller des oreilles d'éléphant. Ça m'a un peu surpris. Puisque, oui, le plus proche parent, c'est le rhinocéros, hein. C'est comme c'est écrit sur le titre du bouquin. Donc, son plus proche parent, c'est le rhinocéros. Alors, pourquoi ils ont fait ça au lieu de ça? Ou ça, par exemple, voilà. Une tête plutôt de rhinocéros avec des petites oreilles de rhinocéros. Alors, effectivement, un museau légèrement. Un museau avec une lèvre bien flexible, mais une trompe comme ça. En plus, une trompe où les narines sont pas situées au bout. Quel intérêt d'avoir une trompe si les narines sont pas situées au bout de la trompe? C'est-à-dire, donc plutôt, voilà, c'est bizarre. C'est très bizarre ça comme reconstruction. Mais c'est pour vous illustrer quand même que même pour des animaux pour lesquels on a des proches parents modernes, il y a quand même des gens qui sont allés se poser des questions, hein. Donc voilà, là c'est la même image, mais en un peu mieux. On va pas dire que c'est mieux ou plus réaliste, parce qu'on ne sait pas au final à quoi ça ressemblait un Indricotherium. Je veux dire, on n'a que le crâne, hein, pour deviner. Mais bon, disons que c'est un peu plus. Quand on parle de spéculation rationnelle, voilà, là, je suis sur de la spéculation. Là, je pense qu'il y a spéculation beaucoup plus rationnelle ici que là. Voilà. Parce que là, on est sur une spéculation rationnelle qui spécule sur la base des proches parents modernes de l'animal, alors que là, ils se sont basés plus sur un éléphant, donc c'est bizarre. C'est très, très, très bizarre de se baser sur un éléphant plutôt que sur un rhinocéros, parce que c'est quand même vachement loin, hein. Confondre, encore une fois, on va reprendre l'exemple de Scarlett Johansson. Confondre un rhinocéros et un éléphant, c'est confondre Scarlett Johansson avec une chauve-souris. Voilà, au niveau distance génétique. Non, encore pire que ça. C'est confondre Scarlett Johansson avec, avec un éléphant. Parce que c'est la même distance, au final. C'est la même distance génétique, hein.
Entre un rhinocéros et un éléphant, et entre un humain et un éléphant, il y a le même, c'est le même temps d'évolution qu'il y a eu entre leurs ancêtres en commun. Donc voilà. Waouh, waouh, waouh. Alors, bon là, on a le squelette et on a l'alien. Alors l'alien, c'est Zool dans... enfin, c'est les chiens de Zool, je sais pas exactement comment on les appelle. Mais bref, ce sont les gardiens dans Ghostbusters, dans les SOS Fantômes. Et non, je donnerais du crédit aux aliens en disant que non, on ne reconstituerait pas cet animal-là de cette façon. La tête est trop grosse, il y a des cornes, il y a même des cornes sur la mâchoire. Là, il n'y a pas il y a rien qui indique qu'il devait y avoir des cornes sur la tête ni sur la mâchoire. Euh, et puis la dentition là ne colle pas non plus. Là, ce sont apparemment des incisives qui sont très grosses. Là, ce sont définitivement des canines. La tête est trop large aussi. Là, c'est plutôt une tête fine. Et puis les jambes ici sont pas du tout dans le bon état. Donc ça c'est un chien évidemment. On a un petit peu spoilé la solution là, hein, mais je veux dire c'est un chien à l'évidence. Euh, bon du moins un canidé. On peut dire que c'est un canidé parce que bah, on est sur du carnivore avec la dentition qui va avec. La carnassière, on peut pas vraiment voir si c'est mou ou pas, mais ce qu'on peut voir c'est que vous voyez par rapport à tout à l'heure. L'œil, il est là et vous avez presque autant de museaux que de boîtes crâniennes derrière, en fait. Donc ça, c'est plus typique des caniformes. C'est pas une règle d'or non plus, hein, mais c'est plus typique des caniformes. Donc et puis bah, après, l'allure générale est plutôt celle d'un chien que celle d'un ours ou d'un blaireau ou d'un pinnipède. Voilà. Donc on n'est pas là, on est plutôt sur de l'allure générale, on va dire, que sur des caractères bien spécifiques. Donc, pas trop de surprise sur le fait que c'est un chien. Par contre, on le reconstituerait jamais de cette façon. Puis regardez les proportions, les bras sont plus longs que les jambes, alors que là, c'est des... Bon, là, en même temps, ils l'ont fait plantigrade à l'avant et digitigrade à l'arrière. Alors, c'est chelou, mais les jambes et les bras sont à peu près de la même longueur chez le chien. Donc non, je donnerais plus de crédit, voilà, pour dire, je donnerais plus de crédit à nos extraterrestres en disant que non, en partant de ça, les extraterrestres ne feraient pas ça. Bon, on a de nouveau un xénomorphe, voilà, parce que le crâne est très très long. Alors, on est de nouveau face à un problème de loutre. Pourquoi un problème de loutre? Parce qu'on est de nouveau face à un petit carnivore, grosse incisive, grosse canine. Apparemment, il y a l'air d'y avoir une carnassière. La boîte crânienne est très très longue. Il n'y a il y a pas de casquette au-dessus des yeux. Donc, on a encore envie de dire une otarie. Oui, mais, ça a l'air très petit. Ouais, je sais pas en fait, il y a pas de barre d'échelle, mais c'est parce que c'est à cause du grain en fait de la photo. Vous voyez là, c'est posé sur une sorte de tapis et on voit que la maille du tapis est quand même assez grosse comparée au crâne. Voilà. Donc ça m'a l'air d'être un tout petit crâne. Et puis l'os est très très fin, ce qui est aussi indicateur qu'on est face à un petit crâne. On n'est pas sur un animal marin, enfin pas, on n'est pas sur un animal aquatique parce que la bulle tympanique est beaucoup trop grosse ici, avec une oreille ici beaucoup trop grosse, alors que chez les animaux marins, l'oreille a plutôt tendance à se réduire. Donc là, on est sur un animal qui devait plutôt avoir des grandes oreilles et qui devait plutôt vivre, je pense, dans un milieu ouvert, donc désert, savane, plaine, je suis pas sûr. Et donc on est sur du petit carnivore. Alors, va bien falloir que je me lance à un moment. Et j'ai envie de dire, à la forme de la mâchoire. Là on a quand même un foramen infraorbitaire qui est très très gros. Donc d'ailleurs, encore une fois, ça ne marcherait pas pour le xénomorphe, hein, puisque bah, ça ne marcherait pas pour le xénomorphe pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est que l'absence de lèvres, alors qu'il y a un gros foramen infraorbitaire qui indique qu'il y avait de la viande ici. Absence d'œil, alors que là, il y a une orbite. Donc c'est comme tout à l'heure, le même problème que tout à l'heure, hein. Et puis absence de nez, alors qu'il doit y avoir un nez là. Euh, et, 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 il va falloir que je me lance. Eh ben, je vais dire un suricate. Un suricate. Allez. Ah! Perdu! C'était une belette. Honte sur moi, là. 2 points de perdu. 2 points de perdu sur 23. Ouh là là. Mauvaise moyenne, là. C'est mauvaise magie, là. C'est très mauvaise magie. Ah! Ah, il est intéressant ce crâne, tiens. Alors là, je vais pas spoiler. Je veux pas spoiler ce qu'ils ont mis pour les extraterrestres avec un crâne comme ça. Donc là, eh ben là, on n'a pas de canine, ni d'incisive, ni de molaire. Donc on n'est plus sur du mammifère. On n'est plus sur du mammifère.
On est sur du reptile. On est sur du reptile avec donc un grand œil. Donc déjà, la dentition nous indique qu'on est sur un reptile. On voit que les dents, là, à l'intérieur de la mâchoire, elles sont sur la face interne de la mâchoire. Donc on est sur un squamate parmi les reptiles. On sait aussi que c'est un diapside puisque vous avez la fosse temporale supérieure, fosse temporale inférieure ici. Ici, le quadrato-jugal, là, la fosse temporale inférieure est ouverte parce qu'il n'y a pas de quadrato-jugal, c'est aussi un caractère de squamate. Vous avez ici un très très long os carré qui est l'articulation entre le crâne et la mâchoire. Il est très très long, ça c'est typique des squamates aussi parce qu'il y a une double articulation, il y a une articulation de ce côté-ci et une articulation de ce côté-là. Et après, je sais que c'est un iguane parce que les iguanes sont les seuls à avoir cette espèce de truc là à l'arrière de la tête. Ils ont tous de gros développements à l'arrière de la tête. D'ailleurs, je dis des bêtises, je dis iguane depuis tout à l'heure, mais c'est un caméléon en fait. Donc en plus, je dis des bêtises. C'est un caméléon. Et puis les caméléons, ils ont souvent des ornementations comme ça. Donc, donc voilà, ça se voit en fait sur leur tête, hein, des caméléons. Là, je suis plutôt déçu d'ailleurs. Là, ça manque d'imagination, cette bête-là. Je voyais plutôt un dragon, moi, quelque chose comme ça. Je pensais qu'il serait allé un peu plus loin. Mais ouais, donc on voit bien là sur le caméléon, l'arrière de la tête épouse bien la forme du crâne. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que beaucoup de dinosaures sont reconstruits avec juste les écailles sur la tête, hein, parce qu'au final, vous avez le crâne, vous avez quasiment la forme de la tête, quoi. Il n'y a guère que l'œil, l'œil qui est très très gros ici et qui avait voilà, beaucoup de viande autour d'un tout petit œil. Alors qu'on aurait plutôt tendance à reconstituer un animal avec un gros œil, spontanément. Encore qu'il y a des fosses d'insertion pour les muscles des yeux à l'intérieur qu'on voit très bien ici et là. Donc ouais, là, il manque un peu d'imagination. Moi, j'aurais dit un gros dragon, tu vois, quelque chose comme ça. Surtout qu'ils n'ont pas mis de barre d'échelle, là, ils auraient pu y aller plus franc jeu que ça, que juste mettre un dinosaure de plus, quoi. Un dinosaure avec plein de cornes. Bon, ça manque un peu d'imagination. D'autant que les cornes sont même pas de la bonne taille sur le nez. Moi, j'aurais mis un beau dragon. Ah, alors ça c'est un cas intéressant. C'est un cas très intéressant. Ça va finir en alien, ça, c'est sûr. Ça va finir en alien parce que c'est hyper humanoïde et en même temps vachement différent d'un humain. Donc généralement, ça finit en alien, en petit gris. Bon, bah, qu'est-ce qu'on est? On est face à un tarsier. Comment on reconnaît le tarsier? Bah, déjà, c'est un primate parce que deux incisives, deux paires d'incisives, une canine, avant la canine ici. Donc, deux paires d'incisives, c'est typique des primates. Vision binoculaire, c'est typique des primates aussi. Et évidemment, la taille des orbites, c'est le tarsier. Il n'y a pas à tortiller. La taille des orbites, c'est le tarsier. Et le tarsier est aussi le seul primate à avoir le fond des orbites seulement à moitié fermé. Là, vous voyez soit on est face à un lémurien et les orbites sont complètement ouvertes à l'arrière et du coup on pourrait voir le mur là à travers. Soit on est face à un singe et chez les singes, donc humains inclus, hein, je veux dire, soit on est face à un singe et dans ce cas-là, le fond de l'orbite est complètement fermé. Il n'y a pas de petite ouverture comme ça juste en bas. Donc là, l'orbite à moitié fermée, c'est aussi typique des tarsiers. Alors, est-ce que j'ai eu raison? Est-ce qu'ils auraient mis un petit gris? Oh, pouah po, po, po. Gagné, 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 gagné. Gagné, gagné avec ceci dit que le nez est trop haut et trop petit. Enfin, vous voyez la taille du nez quand même. Puis encore une fois, il y a un museau, hein. Il y a un petit museau quand même. Et donc c'est effectivement, ça m'a pas l'air du tout d'être un tarsier, ça par contre, hein. Les yeux sont trop petits. Là, bah, regardez la taille des orbites par rapport au museau. Là, regardez la taille des orbites par rapport au museau. Je crois pas que ce soit. Non, là, je pense qu'ils se sont plantés. Là. Pour le coup, c'est pas un tarsier, ce truc-là, hein. Le crâne. Bon, bah, c'est encore un félidé. Grosses incisives, grosse canine, énorme carnassière. Donc, on est. Bon, déjà, incisive, canine, molaire, mammifère. Grosse canine, grosse incisive, carnivore. Carnassière, qui nous indique aussi que c'est un carnivore. L'œil qui est très très grand, avec ici un museau très court et qui est beaucoup plus court que la boîte crânienne, c'est du félidé. C'est du félidé, il n'y a pas trop à se soucier. Reconnaître quel félidé maintenant, surtout sans barre d'échelle pour savoir quelle taille fait ce crâne, c'est plutôt compliqué. L'œil étant très grand, je dirais que c'est un petit félin, pas un grand félin. Donc pas un lion
Ceci dit, ça peut être un lion parce qu'il n'y a pas du tout. Il y a pas. Ah si, il y a un peu. Il y a peut-être. Il y a que 3 prémolaires. Non, je sais pas. Il y a que 2 prémolaires là. Ah, c'est peut-être un grand quand même, hein. Mais ouah. Allez, on va se jeter. Je vais dire, comme tout à l'heure, un puma. Oh, bah, ils nous ont remis exactement le même. Ils ne sont pas fait chier. Et ils reprennent le même crâne, ils reprennent le même truc. Bon, bah voilà. Hey, pas loin, ils ont mis un lynx. Je sais pas si c'est un lynx. Pour être tout à fait honnête, je sais pas. C'est un petit chat. C'est pas un grand chat. C'est un petit chat. Donc au moins, j'avais au moins ça de bon. Ah, ça c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant parce que c'est flou. J'arrive même pas à voir ce que c'est pour le coup là. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh. Alors, bah, on va opérer par élimination, j'ai envie de dire. Alors, on a une énorme incisive bien pointue ici. Donc jusqu'à présent, on a dit que les grosses incisives bien pointues, elles sont pas prêtes. En plus, il y a pas les dents, elles sont pas toutes là, mais là, on a quand même les fausses des dents qui nous indiquaient qu'il y avait des grosses incisives sur le dessus. Donc on va dire que c'est des grosses incisives. Donc on va dire que c'est un carnivore. Un carnivore qui a le museau très rétracté. Là, on voit que ça c'est la cavité nasale, donc le museau est très très rétracté. Donc on est face à un carnivore plutôt aquatique, du coup, avec un gros nez. Un gros nez comme ça. Ah. Et là, on a des dents à l'arrière, donc ça, c'est les molaires, du coup. Alors ça, du coup, c'était pas l'incisive, c'était une canine. Si ça, c'est les molaires. Donc ça, c'est la canine, mais les incisives, là, on a quand même une incisive là, un trou d'incisive là qui est vachement gros. Mais si ça, c'est les molaires sont toutes les mêmes. Et quand les molaires sont toutes les mêmes, chez les carnivores, ça veut dire qu'on regarde un pinnipède. Et du coup, si c'est un pinnipède avec un si gros nez, ça doit être un éléphant de mer. Un éléphant de mer qui n'ont rien à voir d'ailleurs ni avec les éléphants, à part du fait qu'ils ont une genre de trompe, ni avec les siréniens, qui sont des cousins des éléphants qui vivent dans la mer, mais qui ne sont pas des éléphants de mer. Ceux-là, on les appelle des vaches de mer. Donc là, si c'est un pinnipède, enfin si c'est un carnivore, pinnipède, enfin aquatique, ça doit être un pinnipède, et là, ça se confirme avec... Ouais, allez, je place mes jetons sur éléphant de mer. Et là, je risque vraiment d'avoir l'air con si c'est pas ça. Genre, c'est un rhinocéros. Tu viens de confondre Scarlett Johansson avec un lapin. Bref, comment l'alien visualiserait cet animal? Alors ça, c'est Heterodontosaurus. Ça, c'est une reconstruction d'Heterodontosaurus, qui est un dinosaure ornithischien du début du Jurassique. Et à mon avis, non. Je pense là, je vais vraiment donner beaucoup de crédit aux extraterrestres en disant que non. Parce que là, je veux dire, il y a quand même un bec, hein. Là, il y a un bec sur la mâchoire inférieure, alors que là, vous voyez que la mâchoire inférieure se termine par les incisives. Donc, voilà, cette dent-là ne peut pas être l'équivalent de cette dent-là. Et puis là, vous voyez, l'insertion là, pour les muscles sont tellement évidents ici. Et puis là, ce gros foramen ici indique clairement qu'il y avait beaucoup de viande là. Donc non, je vais donner beaucoup de crédit à mes amis extraterrestres en disant que, à mon avis, ils iraient pas, non, ils iraient pas dans cette direction-là. Oh yes! Yes! Éléphant de mer! Oui! Oh, la honte de moi. La honte de moi. 27, hein, il n'en reste plus que 2. Bon, oui, bon, bah là, c'est une tortue, je veux dire, il y a une carapace, et puis bah, évidemment, c'est une tortue ninja, quoi. Je crois même que c'est une tortue, une snapping turtle en anglais, donc une tortue alligator en français. Voilà, donc ça, je pense que c'est une tortue alligator. Rien qu'à l'ornementation du crâne, vous voyez comme le bec est aiguisé et tout, ça c'est une tortue. Je pense que c'est une tortue alligator. Et donc évidemment, la tortue ninja pour les extraterrestres, c'était inévitable. Bien que là, pour le coup, le modèle de tortue ninja qu'ils ont pris est un peu bizarre parce que là, les yeux, enfin le nez est beaucoup trop haut, les yeux sont beaucoup trop binoculaires et le front, enfin l'avant de la tête est beaucoup trop plat.
Et il y a beaucoup trop de dents aussi. Là pour le coup, les extraterrestres, ils seraient pas cons à ce point-là, au point de coller des dents à une tortue, surtout en ayant le crâne devant les yeux. Donc non, là pour le coup, les extraterrestres ne feraient pas ça du tout. Là, non, c'est de la discrimination anti-extraterrestre. Je m'inscris en faux. Et puis en plus, il n'y a même pas de bec. Non, 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 non. Et une arcade jugale. Oh, regardez-moi ça. Il a une arcade jugale. C'est une tortue avec une arcade jugale. Alors que là, il n'y a pas de fausse temporale. Comment voulez-vous qu'il y ait une arcade jugale? Non. Non, je suis désolé. Mes amis extraterrestres ne se tromperaient pas à ce point. Et voilà, notre ami la tortue. Bon, le dernier, on finit sur un win. On finit sur un win. Allez, on y croit. Attention. Ah ah, intéressant. Là, c'est très intéressant parce que ce n'est pas un mammifère. Pourquoi ce n'est pas un mammifère? Parce qu'il n'y a pas d'incisives de canine et de molaires. Hein. Toutes les dents sont les mêmes. Donc, c'est un reptile. C'est un reptile avec un crâne très très allégé. Donc, c'est probablement un squamate parce que les squamates, ils ont les fosses temporales tellement grandes. Enfin, c'est la fosse temporale inférieure tellement grande qu'il ne reste plus rien. D'ailleurs, on voit que là, il y a l'os du jugal là, qui ferme l'œil ici, qui rebique et qui ne va pas jusqu'à l'arrière. Donc, c'est comme tout à l'heure. Hein, c'est comme tout à l'heure pour le caméléon, que j'ai malencontreusement appelé un iguane. Donc, c'est comme pour tout à l'heure le caméléon. On n'a pas de barre ici qui ferme la fosse temporale. On a un très long os carré qui s'articule à la fois avec le crâne et avec la mandibule, donc une double articulation qu'on appelle streptostylique, donc typique des squamates. On est définitivement sur un squamate. Et après, la forme de l'os maxillaire comme ça, puis le fait qu'il y ait beaucoup d'articulations, enfin que le crâne soit hyper allégé, c'est du varan. Voilà. Et puis c'est un carnivore, évidemment. Donc là, on est sur du varan, typiquement. Je mets mes billes sur varan. Ah, ça c'est intéressant, ça, d'avoir choisi les espèces de bestioles dans King Kong, dans le dernier King Kong. C'est vrai enfin c'est intéressant parce qu'ils ont effectivement, je pense qu'ils ont définitivement utilisé un crâne de varan comme modèle parce que ça a effectivement définitivement cette forme-là, une forme très très pointue avec des dents très acérées mais qui sont toutes les mêmes. Après, les proportions sont pas bonnes au niveau des yeux. Là, le museau est trop long par rapport à la taille de l'œil. Donc, il y a des proportions qui divergent. Mais je pense qu'ils ont définitivement utilisé un crâne de varan pour ça. Ouais. Et puis, ils se sont plantés. C'est pas un varan, ça, c'est un gecko. Ça. C'est un gecko léopard, ça. C'est pas un varan. Ça n'a pas du tout ce crâne-là, un gecko léopard. Voilà. Ça, c'est un crâne de gecko léopard. Vous voyez que le museau est moins fin, moins triangulaire. Ça n'a pas grand-chose à voir. Et puis la dentition, vous voyez que c'est plein de petites dents, alors que le varan, là, il a beaucoup de grosses dents. Donc voilà, si je tape monitor lizard skull, qui est varan en anglais, vous voyez, là, on est beaucoup plus là-dessus. Vous voyez, je retrouve même exactement la même image que celle qu'ils ont utilisée. Sans aucun problème. Donc voilà, c'était la petite activité de l'été, tout en détente, tout en finesse. Donc j'ai eu 26 sur 28. Honte sur moi, honte sur ma famille. Il va falloir que je refasse un débunkage et pénitence afin d'expier mes erreurs. Mais ça, ce sera pour la rentrée. Allez, bonnes vacances et amusez-vous bien.